Salut, ici Audrey Lafrenière. Et moi, c'est Jeff Pelletier. Bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et aujourd'hui je te parle de la science de l'ultra-énergie, la gamme de produits signature qui fait la renommée de NAC depuis plusieurs années. La science de l'ultra-énergie, ça a été développé pour répondre aux besoins spécifiques des athlètes d'ultra-endurance avec une idée simple. Pour s'alimenter en ultra-distance, ça prend plus que simplement des glucides puis des électrolytes. Après quelques heures d'effort, ça prend une approche nutritionnelle complète pour aller plus loin, plus longtemps. Ça prend des protéines complètes, dont des acides aminés essentiels et des BCAA pour construire et entretenir les muscles pendant une activité physique de longue durée. Ça prend aussi de la palatinose, qui est un sucre issu de la betterave qui entraîne une baisse moins prononcée de la glycémie que d'autres produits. Puis, ça prend une multitude de saveurs et de textures pour constamment changer ce qu'on se met dans le ventre. Dans les produits Ultra Énergie, il y a des bars, des gaufres, des drink mix, des purées et tout ça dans 19 saveurs distinctes. Ben oui, 19, j'ai fait le calcul. Pour essayer ça, va sur le nac.com et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 270 de Pas sorti du bois. Et là, je suis très content parce que je peux dire re-bienvenue à une invitée et bienvenue à une autre. Audrey Lafrenière, re-bienvenue à Pas sorti du bois. Jeff Pelletier, welcome to Pas sorti du bois. Merci Annick, ça nous fait vraiment plaisir d'être là. Jeff m'entend souvent écouter les podcasts. Des fois, je suis dans la cuisine, je fais à souper, j'ai le podcast sur le speaker dans le salon. Puis là, Jeff, il aime beaucoup répéter « Bienvenue à Pas sorti du bois ». Fait que non, c'est le fun d'être là. Jeff était prêt pour l'introduction. Vous avez fait ça en one take. Hein? Souvent, les gens ne l'entendent pas, mais il y a des invités pour qui ça prend 10 takes pour l'intro, d'autres une. Oui? Dans votre cas, là, je m'attendais à rien de moins. Vous êtes habitué d'être devant le micro, devant la caméra. Je disais bienvenue Audrey parce que tu as participé aux épisodes 51 et 52 au QMT en 2021. Donc, ça fait longtemps. Tu avais gagné. Tu étais la première gagnante du QMT 100 000, une épreuve défunte qui n'existe plus aujourd'hui, mais tu as été la première gagnante. Jeff, tu avais terminé aussi cette année-là 6e, si je me rappelle bien. Mais on s'était rencontrés à l'époque, puis on s'est revus en 2024 à Hard Rock. On s'est revus l'année passée. Ouais. On a passé une nuit blanche sur le NAC Cheer Squad à Chamonix pour l'UTMB. Puis c'est là que les premières discussions étaient venues pour qu'on vous reçoive au podcast. Ça va être un podcast, je le dis aux gens qui écoutent, en franglish, parce que Audrey, t'es québécoise, Jeff, tu viens de BC, tu parles anglais, mais tu comprends le français. Fait que je pense que le fil conducteur de l'épisode va peut-être être en français, anglais, on va switcher, mais comme je vous le disais avant qu'on commence, j'ai enregistré avec Ray Zahab à quelques reprises, puis les auditeurs, les auditrices de Pas sorti du bois sont vraiment corrects en franglish, fait que tout est beau. Thanks for being here, Jeff. We're gonna switch French-English all night long. Oui, c'est bon. C'est une bonne idée parce que je pense que pour no offense to Jeff, mais je pense que si on essayait de lui faire toutes les réponses en français, l'entrevue durerait peut-être un peu trop longtemps, là. Exact. Puis au final, l'objectif, c'est d'accueillir des gens qui font des grandes choses dans le sport, que ce soit comme coureur, que ce soit comme cinéaste. Puis dans ce cas-ci, c'est votre cas. Vous faites plein d'affaires, autant comme coureur de trail, comme coureuse. Mais Jeff, on en reparlera tantôt, mais je veux dire, je pense que tu es un nom bien connu dans le monde du trail par les films que tu produis, les contenus que tu crées. Puis Audrey, tu y participes aussi. On te voit beaucoup dans ces films-là. Vous faites plein de choses. Vous organisez des tours avec des coureurs un peu partout. On va parler de tout ça, mais la première question, la plus importante, qu'est-ce que vous buvez?
Ah oui, écoute, je me suis préparée. Ici, on a une Paradise in Peaks qui est une bière sûre locale d'une brasserie locale qui s'appelle Coast Mountain Brewing. Je dis local, ils sont situés à Whistler, on est à Vancouver-Nord, donc un petit 90 minutes de chez nous, mais bon, local-ish. Puis c'est ça, c'est une bonne sour de 4,5 %, donc rien de trop costaud en ce mercredi soir ici, là. Cool. Same thing for you, Jeff. You have the same beer? Yeah, same thing, yeah. On partage. On partage, oui. Parfait, c'est du beau partage. De mon côté, c'est une nouvelle de mes amis Noctem, qui est le partenaire du podcast, un chat. C'est la Bienveillance, une New England IPA à 6,5 %. Donc, cheers à vous deux. Merci beaucoup d'être là. Cheers, oui. Cheers. Cheers. Donc, je le disais, vous êtes impliqué de plein de façons. J'ai envie de commencer par Jeff. Jeff, you've been producing trail film for years now. You have, I just checked, almost 160,000 followers on YouTube. You're producing movies for the last decade. First question to kick things off, which one came first, trail running or trail filming? Well, filming I've been doing all my life. So I had a video production agency for about 22 years up until last summer, actually, when I went full-time on YouTube. But I've been making videos since I was in high school, which was in the 90s. So for a while. So I was running related. Not running related. I started running in my late 20s and I started trail running in my early 30s. So I can't remember exactly when I started picking up a camera, but definitely the filming came first, the trail running came second, and then filming trail running came third. And the last couple of years, I mean, I've been following you since I started trail running, so back in 2017, 2018. But the last couple of years, you went on some crazy events. Like you've started doing 200 milers. You've done, I just saw Moab 240, but then you did Badwater last year. You've been trail running a long time, but these crazy projects, and I say crazy, it's in a respectful way, but I mean, doing these 200 miles, it started the last couple of years. How did this came on your radar? Well, I've always been attracted, I guess, to the adventure side of trail running. And for me, that's, both location. I pick events typically that inspire me and, in mountainous locations and deserts and sort of more, extreme environments. And then the distance as well. I think the longer you go, the more of an adventure it is. When you're out there for multiple days and running through the night, whether it's stage racing, or single stage 200 plus mile races, I really look for the adventure side. I'm not the fastest runner, but I can kind of go push myself for a few days at a time and film it while doing it. So I ran my first 200 miler in 2018, actually, the Tour des Géants in the Italian Alps. I then ran the Swiss Peaks 360K, but I didn't publish either of those films until 2020. So it was really, that's when I started publishing content, leaning into those longer films. And I think what I realized was that those longer races and adventures, they're really ripe for storytelling as well, in a way that's, especially with the, say, 50K to 100 kilometer distance, it's more about racing, it's running, and the races are over relatively quickly. It's hard to film in a race that's shorter than 100 miles. Hard to tell a good story. It's hard to tell a story. There's fewer ups and downs. And I think when you get into the 100 mile plus distance, especially in that 200 plus mile distance, there's multiple ups and downs, lows and highs. You meet people along the way. There's so much storytelling possibility in those longer events. So it works really well for my approach of filming as I go and not worrying so much about making every second count. So you're doing it for us. You're doing the longer stuff for Sure. your audience. I'm taking one for the team. Yeah. Yeah. But also, hey, as I get old, I'm an aging athlete. I'm turning 45 this year. And as you get older, you get a little bit slower. You just got to run a little bit longer and you can stay competitive. Yeah, we see a lot of runners doing like the shorter stuff. And I mean, shorter, it's 50K, it's 100K. It's a long thing. But once you get comfortable in that, I guess that the adventure side, like for me, 100 miler is still adventurous. Like I've done 2, I'm going on my 3rd. It's still the unknown, even though I finished them. It's still a lot of unknown. But I guess that at some point, maybe, I don't want to say it gets easier. I think these distances never gets easier, but there's maybe less opportunities for things to go south. Sure, and we sure. kind of I mean, love to go south and just like having to solve problem. And I guess that when you're filming it,
when you're facing the wall, like when everything goes south and you want to stop and DNF, I mean, you need to keep on filming because the filmmaker inside of you knows that it's the good stuff. Yeah, I think, I mean, 100 milers do, I think there are something you can sort of master to a degree where, ultra running at the end of the day is really about problem solving. It's about troubleshooting, and you want to have as many tools in your toolkit as possible. So you got to figure out your stomach, figure out your feet, learn how to pace a race, learn heat management, learn how to deal with bad weather, in the cold and rain. And once you've kind of gone through a lot of that, once you've run, say, a half dozen 100 milers, it's more about how quickly you can finish them and less about can you finish them for most of us once you've, again, solved a lot of those problems. So then you want to push the distance. And when you get into those 200 plus mile races, you will face all of those problems anew. And, how do you eat 3-4 days in a row in a race? That's a whole different problem now. You're worrying about protein intake and other macronutrients that you normally don't worry about. You're going through, the weather is changing so much during these races over multiple days. You're going through different environments. So it allows a more experienced runner to challenge themselves, kind of like they're a new runner again. And sort of, you get to learn all these mistakes and try to solve all these problems all over again. Mm-hmm. Yeah, exactly. Audrey, de ton côté, quand t'avais reçu le podcast en 2021, tu t'apprêtais à faire le QMT 100 000. T'es encore dans ce range de distance-là. On a vu que t'es allé chercher des qualifications pour la Hard Rock, ce qui veut nécessairement dire des 100 000 extrêmement difficiles. Oui, malheureusement. Parle-moi de tes dernières années à justement sortir de ta zone de confort, clairement, puis d'aller faire le Highland Sim 100, aller faire l'UTMB, des courses qui, on s'entend, c'est la Hard Rock, ils disent souvent postgraduate, des courses, je sais pas comment dire, doctorantes. Ouais, exact, ouais, pour trailer expérimenté, on pourrait dire, c'est sûr. Ouais, exact. C'est sûr que ça me force à continuer d'aller chercher ces courses qualificatives-là, à me challenger. Puis je te dirais que je cherche encore le succès sur la distance du 100 000. Chacun des 100 000 que j'ai débuté à date, je touche du bois, là, mais je les ai terminés. Pas nécessairement aussi bien que j'aurais voulu. Je te dirais que le QMT, c'est quand même bien passé pour moi. J'ai eu des petits problèmes, c'est sûr, mais généralement parlant, là, ça a été une course, j'étais contente de mon exécution, ça avait bien été, là. Puis depuis ce temps-là, j'ai fait, comme tu dis, l'UTMB l'année d'après, justement, avec le QMT m'a aidé à me qualifier pour l'UTMB. Ça a été une course très, très directe. Ouais, exact, ouais. C'est ça, c'était avant le nouveau système de Running Stones, là. Ouais, on était chanceux, les deux, on était piégés juste avant qu'ils changent le nouveau format, puis c'est bien correct, là. Mais c'est ça, l'UTMB est une course que j'ai voulu abandonner, justement, 10 fois. Sinon plus. Puis tu demandais à Jeff si le fait de filmer, justement, ça te force à rester un peu plus engagé. Justement, c'est une course pendant laquelle, comme je dis, je voulais abandonner plusieurs fois, là, mais on se filmait, puis l'idée, c'était de raconter notre expérience. Puis à chaque fois que je voulais abandonner, je me disais, mais là, ce film-là, qui me tient beaucoup à cœur, ça va devenir à propos de mon premier DNF. Mm-hmm. Puis je voulais vraiment pas que ce soit l'histoire de mon premier DNF sur l'UTMB. Fait que ça m'a vraiment poussé à terminer la course en fin de compte. Parce que je me disais, c'est pas ça l'histoire de mon UTMB, c'est pas un DNF, c'est pas un abandon. Fait que je continue, puis je suis contente de l'avoir fait, puis ça a donné un superbe film. Puis depuis ce temps-là, c'est ça, j'ai fait le Highland Sim il y a quelques années, qui a été aussi, il y a quelques années, là, juste 2 ans, qui a été aussi une course difficile. Cette fois-là, ça a été à cause de l'altitude. Je dirais qu'il m'a causé beaucoup de problèmes, là. C'est une course que t'es au-dessus de 3000 mètres, là, pendant presque toute la durée de la course. Ça, c'est la course qui a été faite quelques semaines après la Hard Rock, quand on était là, qu'on s'était croisés. Exact, oui, vous faisiez un film sur la Hard Rock, vous étiez là sur place, vous avez parcouru des tronçons de la course, mais c'était en préparation pour s'acclimater à l'altitude, pour Highland Sim, qui est dans le même range de course où c'est ça, à 3000 en moyenne, ça s'est passé plus difficilement. Ouais. On était au Colorado, en fait, pendant 3 semaines avant ma course, 21 jours, ce qui est théoriquement qui aurait dû être assez pour être acclimaté. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. C'est que ma nutrition qui est devenue très, très, très difficile en altitude, malheureusement. Puis bon, encore là, je l'ai terminé la course juste un peu plus lentement que j'aurais préféré. Puis tu sais, c'était pas si dramatique. J'ai pas eu de grosses blessures ou quoi que ce soit.
Mais ça m'a laissé très, très fatiguée pendant plusieurs semaines et même mois. Puis comme la Hard Rock, comme tu sais, ben ça prend un qualificatif seulement aux 2 ans, pas à chaque année. Donc, l'année dernière, j'ai pas fait 100 000 du tout. Je trouve que ça fait du bien de prendre un petit break de ça de temps en temps. J'ai fait un 100K quand même. Je suis pas assise sur le divan quand je fais pas de 100 miles, là. Mais c'est ça a donné un petit break. Mais on pourra en reparler de ce qu'on a comme projet cet été, mais ça me prend un qualificatif cette année. J'allais dire, c'est ça, on se doute que vous êtes passé sur le sofa, on voit les films et on voit aussi sur le site, je sais pas, j'ai vu sur le site de Jeff tous les tours que vous organisez, puis on pourra revenir là-dessus, mais il y a 2 choses que je voulais te parler. La première, tu le disais tantôt, je voulais pas faire mon premier DNF sur caméra. Est-ce que le fait de se filmer, puis la question est pour vous deux, est-ce que le fait de se filmer, ça amène justement cette motivation-là supplémentaire, ou est-ce que parfois ça devient comme, ça passe de l'autre côté de devenir une espèce de pression de, ben là, tu sais, je vais devoir me filmer, je vais devoir me montrer dans des moments vulnérables, de montrer ça, est-ce que ça joue positivement ou négativement? Je te dirais que pour moi, personnellement, c'est que du positif parce que justement, dans les moments moins forts, ça me pousse à vouloir continuer, comme je te dis, à changer la narrative du film. Mais cela étant dit, j'ai jamais hésité à montrer la vulnérabilité puis les moments durs puis les moments plus difficiles sur une caméra aussi. Mais oui, c'est sûr que pour moi, ça apporte une motivation supplémentaire. Ça, il y a aucun doute. Puis je pense que pour Jeff aussi, là, des fois, même dans un 200 000, quand le temps passe vraiment pas vite, que tu as l'impression que tout va mal, tu as un projet. Fait que ça te garde occupé d'une certaine façon, au moins mentalement. Tu peux focusser sur l'histoire que tu essaies de raconter plutôt que à quel point tu as mal aux pieds. Mais j'ai quand même, on a filmé mon seul DNF à ce jour qui était sur la Eiger 100K en 2023. Ouais, 2023. Où là, vraiment, j'ai pas eu le choix d'abandonner. Là, j'avais une blessure qui s'aggravait plus j'avançais. Donc là, j'avais pas le choix de raconter cette histoire-là. Ce qui est difficile, c'est de filmer dans les moments durs qui sont émotifs, et tout ça, mais ce que Jeff essaie de m'apprendre, puis j'ai encore besoin de pratique pour ça, mais c'est que c'est important de filmer les moments bas aussi, parce que sinon, c'est difficile d'expliquer pourquoi j'ai abandonné, qu'est-ce qui s'est passé, puis de juste de faire en voice-over ou en recap, ce qui est arrivé, c'est qu'Audrey avait une blessure au pied. Ça n'a pas le même impact que de le filmer dans le moment quand ça arrive. Yeah, and not just in the moment, but also in lead up to that. So, for example, if you end up, well, in that race, you DNF because of foot pain. So it was important that you introduced that problem 8 hours before, saying, my foot's starting to hurt a little bit. And we've talked about that. If there's any kind of problem, stomach, feet, talk about it, film it. We don't need to use it. If the problem goes away, maybe it doesn't become a plot point. But we need to be thinking like directors while we're running and thinking like a runner. We need to be thinking about that story. Because if the problem comes out of nowhere, and if before she was always smiling and saying, I feel great, and then all of a sudden I'm dropping because of my foot, the audience would be confused, right? So then we'd, like Audrey said, we'd have to build it with the voiceover. So we are thinking at sort of a 30,000-foot view at all times, and at that ground level, which for me, I would say, yes, it's mental energy. So you could say it's a distraction, but I also think it gives me perspective. Because in the moment I'm thinking, I'm able to step out of my body and think about the problem objectively. And when there are, when you hear about disasters, people who are, stranded or lost in the mountains or whatever, there's this idea of talking the problem out and verbalizing things and really being able to think about things objectively to problem solve. Puis, c'est littéralement ça qui m'a empêché, encore une fois, d'abandonner à l'UTMB parce que je me disais, bon, si j'essayais d'expliquer présentement à la caméra pourquoi je veux abandonner, c'est quoi mes raisons? Ouais. Je suis fatiguée, j'ai mal partout, j'ai l'estomac qui est pas à 100%, mais je suis quand même capable de manger, mais je suis bien dans les temps, je suis pas du tout prête de me faire attraper par les cut-offs. J'avais pas une bonne raison. Là. Je me disais, s'il faut que j'explique aux gens qui regardent le film pourquoi j'ai abandonné, j'ai vraiment pas une raison légitime. Puis ça m'a fait justement rationaliser et me dire que j'ai vraiment pas de raison d'abandonner. Je peux continuer à marcher, je peux finir cette course-là. J'ai pas, oui, j'ai des petits problèmes, mais j'ai pas de problème assez important pour avoir une bonne raison d'abandonner. Là. Right. And I think it's a good tool because talking through a problem
You know, if you have a stomach problem, talking out loud to yourself, okay, I have bloating. What was it I ate? Do I need more salt, less salt? And what we're effectively doing is we're talking to the camera. And so we're talking our problems out. We're troubleshooting verbally, which is a proven method for getting through hard times. Mm-hmm. And it's less weird to see someone talking to a camera to just someone talking. But I mean, when you do 200 miler, you must have a lot of people talking to themselves, and that's good. I yell at myself. I talk to myself. I sing. Sometimes we hear about just smiling, and I remember à un moment donné, je faisais une course, puis ça allait mal, mais encore là, aucune bonne raison d'arrêter. Ça va juste mal, c'est un creux. Puis je vais l'essayer. Juste continuer à courir, mais sourire, puis tu te dis, je dois tellement avoir l'air ridicule présentement, seul à courir, le gros sourire, mais c'est techniquement prouvé que, justement, t'entraînes ton cerveau à... Mais j'aime l'idée de devoir en jaser. Quand je vous écoute, je pense aussi, tu sais, ces événements-là, des 100 000, des 200 000, c'est des courses qui demandent déjà, ne serait-ce que pour courir, beaucoup de logistique. Les crews, les drop bags, souvent, l'un l'autre, vous êtes le crew, le pacer de l'autre. Donc, il y a toute cette logistique-là qui vient avec ces événements-là. En ajoutant la logistique de filmer, c'est quoi le niveau de préparation que vous avez? Est-ce que vous partez sur une course avec une page blanche puis on verra ce que la course nous raconte, ou il y a quand même une préparation scénaristique ou en tout cas plus technique de vos courses? Ça dépend. Ouais. Yep. Ça dépend vraiment. Je pense que ça dépend du type de course, de la durée aussi. Comme Jeff disait, t'es sur même les 100 000, mais surtout sur un des 100 000, c'est tellement imprévisible. Je dirais qu'on a, d'habitude, on établit les grandes lignes. C'est quoi l'histoire qu'on essaie de raconter? C'est quoi les objectifs? Puis quels sont les points importants à documenter? Mais de façon générale, c'est assez... on y va comme ça vient, là. C'est sûr que je suis sûre que ça doit être différent dans la tête à Jeff, mais quand on fait un film qu'on est les deux, qu'on filme les deux, d'habitude, il va me donner, tu sais, des pointers, là, des trucs, OK, remember to get some footage of this, of that. Sponsors. Ouais. Product placement. Mais ça va pas plus loin que ça, là, tu sais, on n'a pas, c'est jamais scripté ou, surtout quand c'est des courses à destination, des endroits où on n'a jamais été, tu sais, je sais pas ça va être quoi les sections à ne pas manquer, tu sais, fait que c'est très difficile à prévoir et à planifier. Yeah, it's more about identifying. So if we're doing a hot race, it's identifying some of the challenges in advance. And then as you're going through the race, really being able to identify those opportunities for storytelling, for building dramatic tension, for foreshadowing, as I mentioned. And so it's more about being perceptive than it is about scripting in advance or being prescriptive. Le côté technique doit ajouter aussi des étapes au ravito, parce que vous ne pas vous filmer avec des caméras qui sont pas éternelles sur une course de plusieurs centaines d'heures. On se rend jusqu'à du centaine d'heures des fois quand on parle du Tour des Géants et tout. Ça ajoute aussi au ravito de ne pas oublier ma nourriture, mon changement de souliers, mes bas, mon sac, les batteries. Ouais, ça, je te dirais que c'est mon plus gros, c'est un de mes challenges. J'adore ça quand c'est ma course et je me filme et Jeff et mon crew, parce que j'arrive à mon aid station et puis je lui donne la GoPro puis j'ai dit change la batterie. J'ai pas besoin de m'en occuper, mais des fois, bon, si les deux on court ou si je fais juste avec un drop bag, là, il faut que je me débrouille toute seule. Puis bon, c'est pas si compliqué, mais des fois, tu sais, dans le feu de l'action, puis t'es pressé ou ça va moins bien, fait que t'es stressé, t'as la tête ailleurs. Pour moi, oui, c'est quand même assez demandant là, de me rappeler de changer la batterie ou la memory card. Aussi, si je me suis laissé une petite lumière pour ajouter à la GoPro dans mon drop bag, de pas oublier de la mettre parce que là, il va faire nuit bientôt. Des trucs comme ça. Oui, ça rajoute des éléments auxquels penser. Donc, d'avoir un crew qui est à l'affût de ces choses-là, c'est vraiment, vraiment pratique, là. I think for me, though, it's mostly automatic at this point. At least the batteries and things, sure, that's a little bit of a distraction. But the idea of filming and thinking about like, oh, I better get some footage of this, and then quickly getting a wider shot, an establishing shot, getting close-ups. I mean, that I just go into automatic mode. And then all of a sudden I'm done filming, and then I go, oh yeah, I've got to eat. I've got to refill my bottles, you know. So there have been times first, where... eating second, I guess. Well, there have been times where people look at me like, are you racing? Are you film? Like, what are you doing here?
Ouais, c'est plus automatique pour Jeff que pour moi, ça c'est sûr. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'expérience. Ouais, puis je suppose que le montage derrière ça, je veux dire, à force de monter, de créer, vous savez ce que vous avez besoin pour une situation X, puis je suppose que vous montez un film, puis vous dites, OK, telle situation, j'aurais tellement dû la filmer de telle autre façon. Donc, t'apprends, puis tu réappliques pour la prochaine fois. Ouais, exact. Puis ça, c'est aussi une autre chose que Jeff, il va me rappeler avant les courses, tu sais, parce que moi, j'ai tendance, je vais faire une scène, puis c'est 4 secondes de footage, puis là, là, je peux pas faire grand-chose avec ça. Puis moi, dans ma tête... Un peu random. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans l'instant, je pense pas à ça du tout. Là, je m'en viens meilleur. Là, je commence à avoir un peu de pratique, mais je comprends l'idée là, qu'il faut filmer une scène là, qui a comme une séquence. Fait que ça prend pas juste un 4 secondes de random trail. Là, fait que je commence à être meilleur. Mais oui, c'est des choses auxquelles penser. Puis c'est ça. Des fois, dans le feu de l'action, quand ça va moins bien... j'ai tendance à oublier beaucoup de choses comme ça. And we'll review. Sometimes I'll show you the edit and say, okay, so this is, you did a great job, but here's what if we had this one other angle here, I could have cut the scene differently. Ouais. Il me donne du feedback. Ouais, de feedback. T'as des notes pour la prochaine course, c'est parfait. Exact. Ouais, mais Constructive criticism. Ouais. Oui, puis je le prends pas toujours bien. Oui, puis il y a aussi le fait que t'es pas en train de... Je veux dire, t'es en train de faire un effort qui est exceptionnel. Je veux dire, notre sport, quand on prend un pas de recul, qu'on regarde ce qu'on fait, c'est quand même assez exceptionnel. Puis il y a des moments, justement, où notre cerveau est plus tout à fait là, mais de réussir à capturer ce moment-là parce qu'il est intéressant, c'est ce qu'on veut voir. Veut pas une course qui se passe bien du début à la fin. C'est intéressant, mais une course où il y a des hauts et des bas, qu'il y a des pépins, qu'il y a des problem solving, ça c'est intéressant, c'est ce que les gens veulent voir, c'est ce qu'on veut comprendre, puis on veut apprendre comme coureur en regardant ces films-là, puis de faire OK, quand il a fait ça, il est sorti, fait que peut-être que moi aussi je pourrais appliquer ça à moi, les gens c'est ce qu'ils veulent, là. Ouais, exact. Puis tu sais, on essaie de pas, je trouve qu'il y a beaucoup de contenu YouTube qui est vraiment trop dramatisé, là. Tu sais, c'est presque trop dramatique. Fait que c'est quand même, la ligne peut être assez mince entre montrer ce qui se passe vraiment, à quel point t'es dans le dur, à quel point t'as des moments bas, sans mettre tout ça, tu sais, sans rendre ça super dramatique. Malheureusement, je suis une personne très émotive. Fait que des fois, malgré moi, j'essaie de pas faire un drame, mais c'est dramatique quand même. Mais ça aussi, c'est quelque chose que je pense qu'il était important d'inclure. Parce que, tu sais, comme tu dis, on veut pas montrer juste le highlight ou juste le beau. Justement, ça fait partie du feedback que Jeff m'avait donné après le QMT parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a un bon 7-8 heures là, entre mon dernier enregistrement et mon finish. On sait pas ce qui s'est passé pendant 7-8 heures-là. Moi, ça allait très mal, là, ces derniers 8 heures-là. Oui, ça donne l'impression that everything was just great. Exactement. Ça donne l'impression que j'ai eu une superbe course, que j'ai jamais été dans le dur. Non. Et puis tout d'un coup, juste comme ça, je suis au finish. Mais c'est parce que dans mon inexpérience, moi, j'ai rien filmé quand j'étais dans le dur parce que là, la caméra, c'est la dernière chose à laquelle je veux penser en ce moment. Là, je veux juste finir, tu sais. T'essaies de survivre. Fait que ça, j'ai appris de cette erreur-là, puis je comprends. And like we say, if you don't film it, it didn't happen. It's very hard to redo things in voiceover and try to make the stories. So we just skipped it. We just said, yep. Then Audrey finished, and that was it. But the truth was, she suffered for those 8 hours. Yeah. But that's the most difficult thing. It's filming when you do not want to film. It's when the camera is the last thing on your mind, and even in moments that in the moment they feel dangerous potentially. But then in hindsight, you think, well, I could have got a few seconds of footage. I mean, I even think back to Tour des Géants. There was this one aid station we got up to, this very remote aid station on top of a col or something. And I remember there was a massive lightning storm. And the guys said, look, you can come inside and get some shelter. They had a little makeshift shelter set up. They said, or you better get the hell out of here. If you're going to leave, go now and run down to the next town. So we said, let's go. And so me and a couple guys, we ran down and it was crazy. There was lightning everywhere. It felt crazy in the moment. We ran way too hard, made it down to the life base, just totally dead. And then I realized I didn't film any of that. And because it was so intense in the moment. And then I thought, well, I could have at least got out the camera for a few shots just to get a few reactions. But you tried to survive.
We were trying to survive. Exactement. Yeah. Ouais. Puis je me souviens de cet orage-là parce que quand Jeff a fait le tour des géants, moi, je me suis inscrite à la Todd-Drette à l'époque, qui est le 130K. Ouais. En fait, ça suit le même parcours à partir de la base de vie de Gressoney-Saint-Jean jusqu'au finish. Puis j'avais commencé, quelques heures avant que Jeff arrive à cette base de vie-là. Donc, j'étais toujours quelques heures d'avance sur lui. Puis, je me rappelle justement de moi, j'étais redescendue dans la vallée, puis il y avait l'orage de fou là, sur la montagne d'où j'arrivais. Puis, je me disais, oh mon Dieu, si Jeff est là-bas, j'étais tellement inquiète, là, parce que là, c'est la nuit, il fait noir. Jeff, ça fait 3 jours qu'il court, 2 jours. 3 jours qu'il court, il est épuisé, il est fatigué mentalement, je sais pas, il est dans quel état. Puis là, il se prend dans un orage avec le tonnerre, les éclairs, c'était épouvantable. Moi, j'ai attendu que ça passe à la base de vie, mais je vais toujours me rappeler de ça. Justement, quand on a parlé après, puis quand j'ai vu qu'il avait inclus un petit peu dans le film, je me suis rappelé exactement là, cet orage-là, comment ça était passé. Hein. The only other thing too is, and this is where I'm not necessarily scripting in advance, but as I'm going, and maybe you do this now too, Audrey, because I know we've talked about it, which is the idea of sort of pacing ourselves when it comes to the information that we're going to talk about. So even when we're doing things like our Fast Pack of the Dolomites, and we made a film about that, I sort of knew that at one point, and actually that I did script, I had researched and had a little paragraph I was going to read about how the Dolomites were formed, the geology. And so I had that part researched. And I kind of knew in my head, I want to save that for somewhere in the middle. So I knew that by maybe on day 2 or day 3, if there was a lull in our story, and it felt like, not much has happened, this would be a great time for us to stop and talk about the geology of the area. And so we do that in races as well. Or again, I do, which is I'll try to not talk about everything all at once. You know, it's maybe day 2 of the Moab 240 is when I talk about I don't know, my motivations for the race or ton heat training. My heat training. Ouais, exact. Plutôt que d'avoir une longue séquence au début du film qui prend 30 minutes à parler de l'entraînement, du heat training, de tout ce qu'on a fait pour se préparer, du gear, whatever. Tu sais, tu perds l'intérêt, je pense, des gens qui regardent le film. Parce que là, c'est comment, OK, abouti, le film, ça commence comment? Il y en a qui veulent voir la course. Il y en a qui ça va les intéresser, qu'on le fasse en caméra assise avec le long plan puis le monologue. Mais il y a des gens qui sont comme, quand est-ce qu'ils courent? Mais, ouais, c'est ça. mais je trouve ça intéressant, le côté technique de ça. Je suppose que ça vient avec l'expérience. Je veux dire, Jeff, tu le disais, t'as fait ça longtemps et pour le trail, mais avec ton entreprise aussi, mais de savoir comment découper le truc de manière à garder l'auditoire captif, puis pas tout donner dans la première minute, puis tu te dis, pourquoi j'écouterais juste les shots de GoPro où il se passe rien, tu sais, faut qu'il y ait des quoi à raconter. Je trouve ça intéressant, l'aspect storytelling, qu'on revient toujours à ça au final, faut raconter quelque chose, puis faut garder l'auditoire captif. Hein. Ouais, exact. On va se prendre une pause pour un message de partenaire, puis on revient de l'autre côté. J'ai envie de vous parler de Leap of Faith. En Gaspésie, le trail, c'est pas juste pour les ultras, c'est pour tout le monde. Que tu voyages en famille, entre amis ou avec ton club de course, les événements Gaspésia ont réussi quelque chose de rare, offrir du plaisir sur les sentiers pour tous les niveaux. Des courses pour les moussaillons, des distances d'initiation, des formats intermédiaires pour se dépasser, puis des ultras de 100 et 160 km. Résultat, pendant que certains vivent leur première ligne de départ, d'autres s'élancent sur leur course A de l'année, puis tout ce beau monde-là se retrouve au même endroit dans une ambiance unique. À Percé comme à Gaspé, chacun choisit son défi à son rythme selon ses envies. Peu importe la distance, l'expérience gaspésienne est là. Paysage grandiose, organisation solide et esprit de communauté. Puis là, pour t'aider à passer à l'action, Eat God solide, 20% de rabais sur ton dossard 2026 à l'Ultra Trail Gaspésia ou l'Ultra Trail Forillon avec le code promo PSDB. Tous les détails sur gaspésia.org. Si t'es un coureur de route pis que t'écoutes pas Sortie du bois, on te juge pas. Je suis même fier de savoir qu'il y a des fans d'asphalte qui s'intéressent à ce qu'on dit ici. Puis je peux te dire que mon partenaire Campus Coach est une app qui crée des programmes d'entraînement autant adaptés à la route qu'au trail. Mais aujourd'hui, je vais te parler spécifiquement de leur programme de trail. Avec Campus, tu as accès à une véritable expérience trail grâce à ton coach, Mathieu Blanchard. Oui, ton programme intègre toutes les spécificités de notre sport. Le dénivelé, c'est certain, mais ça va plus loin. Les allures sont basées sur l'effort ressenti plutôt que sur la vitesse, parce qu'en sentier, le pace au kilomètre veut souvent rien dire. En trail, les conditions changent, la météo, le terrain, la technicité, puis c'est important que ton plan d'entraînement reflète ça. Bref, c'est structuré, intelligent, flexible et profondément ancré dans les réalités du trail.
Si tu veux t'accompagner dans ta pratique, si tu veux progresser intelligemment et si tu veux explorer tes limites sans risquer de trop en faire, va découvrir Campus Training. Pour obtenir un mois gratuit, inscris-toi sur le site web de campus.coach puis utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Ensuite, tu télécharges l'application pour activer ton compte et tu profites d'un mois gratuit. Campus.coach. Je suis de retour avec Audrey et Jeff. Je le disais tantôt, j'ai le goût on parle de leap of faith parce que j'ai remarqué quelque chose dans vos deux parcours. Puis Audrey, on en avait parlé un peu quand on s'est vu cet été à Chamonix, mais quand je t'avais reçu au podcast en 2021, on avait parlé un peu de ce qui t'avait amené à être dans l'Ouest, de ton emploi. À l'époque, tu travaillais pour Arc'teryx, t'avais un emploi temps plein, tu courais, tu faisais plein de projets. Et quand on consulte ton LinkedIn, parce que je suis allé chercher pour backer mon introduction à ce sujet-là, on voit que tu es dans une étape de vie qui est différente. Tu parles de retraite temporaire. Parle-moi de ce saut dans le vide-là, de dire tu es dans la fleur de l'âge. Pour ceux qui écoutent, t'es pas un âge où les gens prennent la retraite habituellement. Parle-moi de ce qui t'occupe présentement puis de ce saut dans le vide-là. Ouais, Jeff aime vraiment pas ça quand je dis que je suis semi-retraitée ou retraitée. Parce que selon lui, il faut que je continue de travailler. Mais non, je travaille encore. Effectivement, j'ai laissé un emploi que j'adorais chez Arc'teryx. C'était vraiment... j'avais pas de conflit, pas de problème, mais justement avec YouTube, avec tous nos projets qui commençaient vraiment à déboucher, à prendre beaucoup d'ampleur, ça devenait très compliqué d'être employé à temps plein. Une limite de vacances quand même. Exactement. Il y a une limite aux vacances. Arc'teryx, ils ont été super conciliants. Ils voulaient vraiment m'accommoder autant que possible. J'ai pris des congés sans solde à quelques reprises. La dernière année que je travaillais là, j'ai même pris 4 mois d'affilée sans solde. J'ai tout épuisé mes vacances au printemps pour aller en Patagonie. Puis ensuite, on avait tout plein de projets là, en Europe pendant l'été. Puis il s'est rajouté à ça le Moab plus tard dans l'année qu'on allait passer 3 semaines, un mois en Utah. Fait que là, ça commençait à faire trop. Puis éventuellement, Arc'teryx, ils ont dit non. Puis écoute, c'est sans rancune, là, je comprends très bien. Mais oui, ça fait qu'effectivement, j'ai laissé, je suis partie en 2024, en été. Avant de repartir pour l'Europe, justement. Puis depuis ce temps-là, j'ai lancé ma business de coaching. Donc, je coach maintenant d'autres athlètes, d'autres coureurs, surtout des ultra-trailers, surtout des gens qui font de la course en sentier, des ultras, mais j'ai aussi beaucoup de débutants qui font plus de la course sur route ou qui s'entraînent pour leur premier 50K ou même des demi-marathons sur sentier, des trucs comme ça. Donc, ouais, ça va super bien, honnêtement. Depuis le début, mon roster, il est full. Là. J'ai beaucoup de demandes. Ça m'a vraiment surpris qu'il y ait autant de demandes pour ça. Mais bon, c'est sûr que le sport grossit. Le sport grandit énormément vite. Donc, la demande suit. Puis ça, de un, c'est quelque chose qui me passionne vraiment plus que ce que je faisais chez Arc'teryx. Chez Arc'teryx, les dernières années, je travaillais comme analyste, puis je faisais des spreadsheets, là, des dossiers Excel toute la journée, puis c'était vraiment pas ma passion. Donc, c'était pas trop fâchant, de laisser. C'est pas comme, j'ai pas laissé une carrière en médecine qui me passionnait, là, tu sais. J'ai laissé un emploi chez Arc'teryx que de toute façon, je pensais pas faire toute ma vie. Puis c'est ça, éventuellement, c'était juste une question de timing, puis de me lancer, de me fier que les gens allaient m'approcher, allaient vouloir m'engager comme coach, de me fier que la chaîne YouTube allait continuer de grossir et qu'on allait continuer d'avoir des opportunités. Et que j'allais de plus en plus pouvoir dire oui, parce que c'était ça mon plus gros problème, c'est que ça devenait vraiment fâchant de dire non ou de laisser Jeff aller tout seul en Afrique, en Namibie, parce que je pouvais pas prendre congé chez Arc'teryx. Fait que ça a réglé plusieurs problèmes à la fois. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, ma business, ça va vraiment bien. Puis j'adore ça, là. C'est tellement... c'est super gratifiant de coacher d'autres coureurs, d'aider des gens, puis de les voir se dépasser, puis... la flexibilité, la liberté que ça m'apporte, c'est ça, c'est difficile à... Ça serait difficile de retourner en arrière, disons. Non, ça fonctionne bien avec notre lifestyle unique. Ouais. Fait que la semi-retraite se passe bien, mais on se rend compte que c'est pas tant une semi-retraite, c'est une retraite du 9 to 5. Exactement, ouais. C'est une retraite du 9 to 5, puis je te dirais que la première année, j'ai pas travaillé plus que quand je faisais du 40 heures semaine.
Mais j'ai travaillé définitivement à des heures plus variées, des soirs, des fins de semaine, quand les gens ont besoin de moi. Tu sais, quand tu commences, tu sais, je voulais vraiment rien manquer, rien laisser passer. Donc, tu sais, j'étais sur mes training logs là 10 fois par jour, m'assurer que tout le monde était correct. Y a une question que j'ai manquée? Bon, maintenant, j'ai un rythme un petit peu plus raisonnable. Mais c'est ça se passe bien. Puis justement, ça me donne... C'est le fait que je peux faire ça de n'importe où, c'est vraiment, vraiment super. Beaucoup de flexibilité. Ouais, exact. Jeff, j'ai aussi envie de parler de Leap of Faith, parce que tu le disais tantôt, tu as eu pendant 22 ans ta business où justement tu avais des clients en vidéo, en production vidéo, et tu disais que dans les dernières années, tu as délaissé ça pour être à temps plein dans la production. Je suppose que ça aussi était une sorte de Leap of Faith de dire je me lance à 100% dans ce que je fais puis j'investis en mes projets. Wait, yes and no. I mean, for me, when I started my business, you know, like I said, 22 years ago, I remember my plan was always, I thought one day I would work for maybe Nat Geo, making wildlife documentaries or travel films. I mean, back then that was before YouTube, so I had no idea this wasn't a career opportunity. So I think I got to a point where I thought, what am I doing? This opportunity is in front of me, and this was the plan. This was the goal all along, you know? So it got to a point where, I mean, well, frankly, where I was making as much off YouTube as I was off my other business as well. So it was very iterative. I did have that backstop to help me. I think YouTube, at least the type of films we make, are a bit more of a long game. They take a long time to make. They're very evergreen, and the channel has been growing steadily but slowly for years. And so I think that having that backstop, having that bit of a safety net for that first 4 or 5 years as I was really leaning into my channel before I went full time, I think really allowed me to really test it and make sure it was going to be sustainable. And now it got to a point where the choice was obvious to lean into it fully. So I don't think it was really a big decision. I don't think it was a massive risk. I do have those skill sets. I can always go back to doing client work if I need to. But I feel that I've been very intentional my whole life around designing a life and a lifestyle that I wanted, and that, you know, that Audrey, that one that we can share now. And I do think you have to be intentional with those kind of things. Puis on vit à une époque où ça, c'est possible. Tu sais, tu le disais quand tu as commencé il y a 22 ans. Pour produire des films, pour en vivre, faut faire des tournées de festivals, faut que le film soit acheté, faut faire un film pour un client X. Faut travailler pour quelqu'un d'autre, autrement dit. Ouais. Exact. Même chose pour le podcast à un autre niveau. Si je voulais avoir ça, il faudrait que j'aie un micro sur une antenne FM. Aujourd'hui, avec Internet, je veux dire, les podcasts, là, je veux dire, je parle pas du mien versus le FM, mais les gros podcasts à heure de grande écoute, ben justement, ils explosent complètement les chiffres que n'importe quelle radio commerciale peut avoir. Et YouTube et les médias sociaux en général produisent exactement ça. Fait que ça permet à n'importe qui de se lancer puis de le développer pour soi, parce que veut pas, Jeff, you would be making trail movies for X brand or X channel. You don't have the full freedom to do whatever you want. Now, with YouTube, you have 150,000 people. Tu dis ça s'est grossi tranquillement, but I think it's a good thing because it's organic. Like, people that have decided to press the button and say, I'm going to follow that guy. It's not because you have a viral thing and then you did one trend one time and then people are like, I'm going to stop following him. Like, they're one at a time, you got to a big population of people following you. Yeah, I think there's two things that YouTube has really done in democratizing media distribution. And that's, the first is there are no gatekeepers anymore. There's no middlemen. It used to be, like you said, you had to, you know, you'd make films, you'd play them in film festivals, try to get them bought maybe, or you'd pitch, you know, a television station, or in more recent years, you'd pitch Netflix and you'd hope that somebody gives you the green light. But there was always somebody in a boardroom who had to make that decision and give you permission to do work, to do your craft, to do your art. That's completely changed. You can decide tomorrow to publish, and yeah, you have to find your own audience. But that's kind of the beauty is that those people in the boardrooms, they didn't always know what was going to work. Right? And so we get to try things. We get to fail much, much quicker. And I think the second thing in this democratization as well is that
we have a direct connection to our audience. So we can see what's working in real time. And when you make television shows and you put them on, there's this multi-month year process sometimes, and you aren't getting comments and feedback and analytics. So it's hard to improve. It's hard to iterate and respond to kind of what is resonating with an audience. And we see that in real time. Again, we're getting direct feedback with comments. And of course, we get emails and other anecdotal responses as well. But it's that direct feedback. It's the qualitative, the quantitative feedback. It's completely different. And again, this job didn't exist 20 years ago. So for me, I feel like right time in the right place, I suppose. Yeah, and you have the freedom to try things because otherwise, if you were pitching projects to big like Netflix or whatever, ABC, CBC, you can't you have to be conservative. Like what's going to work for that audience? They like that kind of project. So I'm going to tell that story, but their way. Now you can just try things, and that's data. That's you can sometimes failing is good. It's you tried something and you learned. And again, that traditional TV model, failure wasn't allowed. It wasn't. So they always played it safe, and they would only greenlight things that had been done before. To work. Exactly. Yeah. You've been doing that for a long time. The trail has changed. I mean, the trail community, the sports. I mean, 10 years ago, 5 years ago, the sports was different. Did it influence the way you make your movies? Well, I mean, the sport's growing at an incredible rate. The last 5 years, it feels like, since the pandemic, really, there's been a massive shift. There's been a professionalization in the sport. There has been, at the front of the sport's getting much faster, but I think the back of the pack is getting much larger as well. And I think that's really who we speak to mainly, is the mid to the new trail runner. And what I love is targeting people who don't even run. Yeah. They are researching, maybe doing a trek in Patagonia, and they stumble on our fast packing video and they say, fast packing, what's that? They watch it. Fast forward a year, 18 months, they've signed up for their first 50K. And they say, what happened? And so we get messages like this. We get comments of people saying, I was just researching how to hike the Tour de Mont Blanc, and now I'm signing up for my first ultra, thanks to you. Because of you, thanks to you. And it's because they can see it's possible to do these things, and you don't have to be racing. You don't have to be at the front of the pack. Yeah. So I think that's... the sport's growing in both of those exciting ways. It's growing at the front with this professionalization, this fast, and also at the back with that foundation of really that helps to grow any sport, which is the more the participatory aspect of it. Mm-hmm. Dans les dernières années, vous avez aussi ajouté des cordes à votre arc, c'est d'organiser des tours guidés. Parlez-moi de ça, comment ça s'est présenté sur votre parcours d'avoir l'opportunité d'amener des gens à des endroits tripants puis de les faire courir, d'organiser ça? Ouais, ça a été un peu random au début, je te dirais. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose à quoi on pensait. C'est pas du tout quelque chose qu'on... Non. Mais ça a commencé par une compagnie qui s'appelle Trova Trip, qui est assez grosse, qui organise des voyages comme ça. Et puis, leur business model à c'est que justement, ils invitent des content creators ou des influenceurs pour aider à vendre leur trip. Puis c'est ça le modèle de leur business. Fait qu'ils ont approché Jeff pour voir s'il serait intéressé à il appelle ça hosting, à être hôte, en fait, pour un de ces voyages-là. Puis, honnêtement, ça a piqué notre curiosité. On a décidé de l'essayer. On s'est dit pourquoi pas. Il offrait quand même une bonne rémunération, en plus du voyage gratuit et tout ça. Donc, c'était quand même, c'était quand même alléchant comme proposition. Fait qu'on a dit oui. Puis, pendant ce temps-là, Jeff a commencé à se demander, parce que Trova Trip, le problème, c'est qu'ils font que de la rando. Mm-hmm. Ils font de la rando, ils font des voyages plus culinaires, découvertes culinaires. Ils font des voyages pour la photographie, de paysages, des retraites de yoga, des trucs comme ça. Il n'y avait rien du tout en trail running. Fait qu'on a commencé à se demander, ça doit exister des compagnies qui organisent des voyages comme ça, mais pour la course à pied. Fait que Jeff, il a fait une petite recherche, puis il est tombé sur Vagabond Trails. Puis il les a contactés pour voir s'ils seraient intéressés à faire quelque chose comme ça avec nous, si elle avait déjà travaillé avec des influenceurs ou des content creators. Ou, Well, they were working with another influencer that I know, another content creator, on a hiking trip. Mm-hmm. But being a smaller company, I thought maybe they might want to work
do a customized trip of the Tour de Mont Blanc and do it as a running trip. Ouais, puis c'est ça, comme Jeff dit, Vagabond Trails sont beaucoup plus petits que Trova Trip, par exemple, ou que d'autres compagnies avec lesquelles on travaille. Mais la fondatrice et la propriétaire, c'est une coureuse, c'est une traileuse. Elle a participé à la CCC, entre autres, d'autres courses comme ça. Donc, tout de suite, elle a été intéressée. Puis le premier projet qu'on a fait avec eux, ça a été le Tour du Mont Blanc en format fast-packing plutôt que randonnée. Puis ça a super bien fonctionné. Puis depuis ce temps-là, c'est super populaire. Donc, ça a été un peu... On a fait quelques autres voyages avec Trova Trip de type rando, camping, des trucs comme ça. Mais on a vraiment trouvé là, que c'était un meilleur fit avec notre audience. Puis de faire des trips, des fast-packs ou des formats qui focus plus sur la course à pied. Mais fait que c'est ça. Fait que ça fait plusieurs années maintenant qu'on travaille avec Vagabond Trails. Puis bon, tu dis, on organise. Je veux vraiment clarifier qu'on fait pas beaucoup d'organisation. C'est vraiment... Ouais, c'est ça. On est hôte, on aide à guider. C'est nous qui invite, c'est nous qui, évidemment, qui aide à vendre le voyage. Mais, tu sais, on est vraiment chanceux là, de pouvoir vivre ces aventures-là. Avec Vagabond Trails, justement, on a fait une retraite en Équateur. On est allé au Pérou cette année. On a fait les Dolomites, le Tour du Mont Blanc. Puis on Patagonie. Ah oui. La Patagonie puis l'Iceland, c'était avec Trova Trip. Ouais. Mais bref, c'est ça. Ça fait que ça nous donne vraiment des belles opportunités. Puis cette année, on travaille avec une nouvelle, pour nous, compagnie qui s'appelle Rogue Adventures. Ouais, Rogue, avec laquelle on va faire un voyage au Maroc. Donc, on s'en va au Morocco en novembre. Donc, ça va être une nouvelle aventure pour nous. Puis celle-là aussi, c'est format course à pied. Là. C'est pas de la randonnée. Donc, on a vraiment hâte. Puis, c'est ça a été une belle découverte, honnêtement. C'est une belle façon pour nous, c'est sûr, de voyager, mais c'est aussi une superbe façon de connecter avec notre communauté, avec notre audience, avec nos hardcore fans qui veulent voyager avec nous, qui veulent nous rencontrer, qui veulent vivre des expériences. Mais des fois, on a des gens qui sont pas nécessairement des super fans, mais qui sont assez fans, puis qui se disent, ben moi, je veux pas planifier un voyage comme ça ou le faire tout seul ou fait eux, ils aiment vraiment l'aspect que tout soit planifié pour eux et qu'en plus, le fait que nous, on est là, ils ont l'impression de déjà nous connaître un petit peu. Et puis, ils se disent, je vais rencontrer des gens qui ont des valeurs semblables, des aspirations semblables aussi. Donc, ils sont confiants quand ils joignent un de nos groupes, que ils vont avoir une communauté ou des gens avec qui ils vont avoir beaucoup de choses en commun, autrement dit. Là. Ou les gens qui manquent la confidence. Ouais, c'est ça. Seul. Exact. And next year, we're actually going to start, we are starting to organize our own trips. Okay. Ouais, c'est ça. J'y arrivais à ce point-là. Souvent, on se rend compte, justement, dans nos voyages, dans nos expériences, que pour beaucoup de gens, courir au Canada, courir en trail au Canada, au BC, c'est impensable. C'est une je sais pas, ils voient des barrières là, épouvantables. Je comprends, le Canada, c'est énorme. Donc, tu veux planifier un voyage de trail au Canada, tu commences où, tu sais? Ça, je comprends. Les gens ont peur de courir où est-ce qu'il y a des ours. Ouais. On a beaucoup d'ours ici à Vancouver. Tu sais, ils savent pas aussi ils n'ont pas d'éducation en termes de, tu sais, comment être en sécurité dans le backcountry, des trucs comme ça. Donc, ça nous a comme allumé une petite lumière qu'il y a probablement une bonne opportunité de faire découvrir la course en sentier au BC, en backcountry, dans notre backyard. Fait qu'on a commencé à regarder quelques options. Puis justement, pour l'année prochaine, on va organiser un voyage de groupe. Ça va être comme un running retreat dans une loge en backcountry au BC qui est seulement accessible par hélicoptère. Puis là, écoute, Yannick, je te donne c'est un scoop là, parce qu'on n'a pas annoncé ça nulle part encore. Là. Breaking news. Ouais, exact. Breaking news. Mais c'est officiel là, parce qu'on a déjà fait un paiement pour sécuriser les dates, la loge pour ces dates-là. Avec l'hélicoptère et tout ça. Avec l'hélicoptère et tout, ouais. Fait que, and there's another one nearby with, it's a place I've been a few times to run. Just beautiful backcountry. And they have float planes. And so you take float planes and you run from hut to hut. And so it's like in Europe, but way more wild. So remote. Grizzly bears. Just incredible. And we'll provide all the safety, bear safety training and backcountry safety training. And guides. And I think the other thing as well, I mean, this is sort of an extension of the ethos of the channel, which is we want to inspire people. We want to be aspirational, inspirational. But then I think a lot of people don't know how to get started. And so it's being
providing the education as well, but also providing the opportunity where it's like, so maybe you're not quite confident enough to go and do your own 6-day hut to hut. Well, come with us and we'll show you, we'll hold your hand. And then they leave going, I could do this on my own. And then they can do the next one, and we can set them off on their journey of independent adventure as well. And that's, I think, similar here. We realize, we travel so much, and every time we come back home, we think, we live in one of the most beautiful places in the world here in British Columbia. Exactement. It is, but it's wild. On a tellement de gens qui nous disent, you live in Canada, you're so lucky, it looks beautiful. Puis oui, c'est vrai que c'est superbe, puis c'est wild, puis on a des animaux sauvages, on a, pour beaucoup d'Européens, ils peuvent même pas s'imaginer ça ressemble à quoi, ou des gens qui viennent peut-être de l'Amérique du Sud, ou de d'autres pays comme ça, là. Fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait, justement, c'est ça, qu'il y avait une belle opportunité de faire ça. Fait que 2027, ça va être la première édition. On va voir comment ça va. Si tout se passe bien, c'est quelque chose qu'on aimerait faire chaque année, qu'on pourrait répéter, un coup que tu as les systèmes en place puis les relations bien établies, qui serait assez facile pour nous de répéter chaque été. Et puis vraiment de faire profiter différents gens de notre backyard ici, là. Ah, c'est trippant, ça. C'est clairement, il y a un public pour ça, puis je pense que le trail qui se développe, ça amène plus de monde dans le trail, puis comme vous dites, il y a du monde qui ne sait pas par où commencer, puis ça peut être par où commencer dans les distances, s'inscrire à un premier 20K trail, mais ceux qui ont le côté plus aventure, de se lancer dans du fast packing multijour dans le vide comme ça, c'est peut-être un peu ambitieux, fait que c'est intéressant de les accompagner là-dedans, puis de les amener à découvrir, puis de voir que c'est à la portée de, j'allais dire de tous, clairement pas, mais je veux dire, c'est à la portée de quiconque fait ce sport-là déjà en course organisée ou autre, là. Ouais, exact. Puis on s'est rendu compte de ça justement en faisant des trucs comme le Tour du Mont-Blanc, que comme Jeff disait, les gens, ils savent pas par où commencer pour l'organiser, ils ont pas confiance en eux. Peut-être il y a une barrière au niveau du langage aussi pour ceux qui parlent pas français, qui sont intimidés de passer autant de temps en France, ou justement juste de faire des réservations, des trucs comme ça. C'est pas tout le monde qui est super dégourdi avec ça, mais une fois qu'ils l'ont fait qu'ils sont venus avec nous, là, justement, ça leur ouvre des portes pour faire quelque chose de semblable l'année d'après, puis que là, ils se sentent peut-être un peu plus en confiance de le faire seul. Ah oui, c'est clair. Fait que beau projet pour 2027, mais là, moi, je voulais parler de 2026 aussi. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous côté événements, projets, voyages, grosse année en vue? Ouais, très grosse année en vue. Justement, Jeff va publier un update sous peu sur YouTube, donc si vous voulez regarder ça. Mais en gros, Jeff fait la Coco de Noc 250 au mois de mai. Juste avant ça, ça s'en vient, c'est ça. Demain, oui. Ouais, on dirait qu'il vient juste de terminer la Mammoth 200 en septembre, là, mais bon, ça fait déjà quelques mois, mais ça passe vite, hein? Mais avant ça, on va faire le Lake Sonoma 100K, encore une fois, ça me prend mon Western States Qualifier. Donc, je m'en vais faire ça. J'ai pas regardé avant de m'inscrire le parcours. Je me suis dit, c'est 100K, pas de problème. C'est 4500 mètres de D+, sur un 100K, plus que le double que ce que j'ai fait l'année dernière sur la Desert Rats, justement. Fait que je me prépare pour une longue journée. Puis ensuite, oui, c'est ça, on a quelques voyages. On retourne en Europe. On va faire un autre fast pack dans les Dolomites avec Vagabond Trails. C'est sold out, désolé. Je vais faire un autre, depuis 2 ans, je fais un Women Only, donc pour femmes seulement, en mode fast pack aussi. J'ai fait le Tour du Mont-Blanc en 2024, les Dolomites en 2025. Cette année, ça va être un fast pack dans les Alpes suisses. Ça, c'est toujours pas lancé. Les inscriptions vont ouvrir d'ici peu. Donc, si jamais tu as des auditrices qui sont intéressées, juste à me suivre sur les réseaux sociaux ou s'abonner à notre infolettre pour savoir quand les inscriptions vont ouvrir. Ça va être début août dans les Alpes suisses. Puis ensuite, comme on a mentionné tantôt, on a le voyage au Maroc, qui va être une retraite avec Rogue Adventures. Puis les deux, on va faire les UTCT, Ultra Trail Cape Town. Wow. Fait que ça, j'ai vraiment très hâte. Première fois sur le continent africain pour moi. Jeff est déjà allé 2 fois. Mm-hmm. Ouais.
Fait que ça va être en novembre, donc fin de saison, un 100 000. C'est la dernière course du calendrier 2026 pour se qualifier pour la Hard Rock en 2027. Donc, c'est vraiment les deux, ça passe ou ça casse. Là, si on termine pas, on est foutu. Fait qu'il faut vraiment, on s'en va là, vraiment zéro pression, pas de stress, juste terminer la course pour avoir notre Hard Rock Qualifier. Puis aussi, c'est sûr, pour profiter de l'expérience. Moi, ça fait longtemps que je veux aller en Afrique du Sud, voir Cape Town, les montagnes là-bas, ça a l'air superbe. Ça a l'air vraiment d'une course incroyable. Puis bien sûr, on va documenter l'expérience, faire un film en mode, comme on a fait à l'UTMB en fait, en mode his and hers. Les deux, on documente chacun de notre côté, mais on fait pas la course ensemble. Là. OK. Et un autre, le marathon Jungfrau. Ah oui, j'ai oublié. Le Jungfrau Marathon, c'est dans les Alpes suisses. C'est un marathon qui est tout en montée. Donc, c'est 42 km de montée. Il dit que c'est la plus belle... le plus beau marathon au monde. Oui. Sur le site web, c'est ça que ça dit. Ça part de la ville Interlaken, en Suisse. Puis ça monte jusqu'à la base du Eiger. Ça monte, je pense, près de 3000 mètres de D+, si je me rappelle bien. Oh shit, il n'y a aucune descente. Fait que c'est ça, pendant 42 km, tu montes, puis t'arrives à la base de la montagne, puis c'est le finish line. Puis ça a l'air incroyable. J'avais jamais entendu parler de ça. C'est un de mes athlètes, justement, qui habite maintenant en Suisse, qui regardait pour planifier son calendrier cette année, puis qui m'a mentionné ça. Puis j'ai dit, wow, ça a l'air vraiment, vraiment débile. Fait qu'on s'en va faire ça pour le fun. Puis probablement une ou deux autres aventures dans les Alpes, comme on va être là pendant quelques semaines cet été encore. Oui, peut-être que le tour de Monte Rosa. Ouais. Ouais. Pour fastpacking. Ouais, ça a l'air magnifique, ce coin-là. Mais c'est fou, 3000 mètres de dénivelé sur un marathon, c'est magnifique. Je me demandais, tu parlais de ton type Cape Town, la Hard Rock Qualifier. Est-ce que la Hard Rock, c'est comme la Western, où si une année tu te qualifies pas, tu conserves tes tickets, mais tu peux pas participer, ou tu perds tout? Oui, tu conserves. Okay, tu conserves, mais tu peux pas mettre... Mais t'as juste un passe-droit, je pense, hein? Non. Ah, tu peux le manquer plusieurs fois. OK. Parce comme que la Western... La Western, t'as juste un passe-droit. Mais maintenant, la Western, il n'y a plus d'enjeu, mais avant, c'était ça. Avant, tu n'avais pas de passe-droit. Puis je pense qu'une femme qui tombe enceinte avait un passe-droit d'un an. Ouais, exact. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu peux prendre 4 ans de pause puis conserver tes étiquettes, mais ça a changé depuis. Ah ouais? OK. Ça se peut. Je savais pas parce que quand j'ai eu mon DNF à Eiger, cette année-là, j'avais pas de qualifier pour la Western. Puis j'ai dû utiliser justement, à l'époque, ils appelaient ça le one-time, tu sais, tu peux skipper. J'avais juste pas mis mon nom dans la tri, en fin de compte, mais j'avais conservé l'étiquette. Je savais pas que ça avait changé. Je pense c'est une bonne nouvelle parce que c'est stressant, hein? Mais c'est parce qu'on s'entend que quelqu'un qui a une blessure un peu plus majeure, qui est arrêté 6 mois, ça met une pression immense à revenir puis faire une course de 100 kilos. C'est quand même ambitieux. Ouais. Avant qu'on passe au dernier segment, parce que je vous ai préparé des questions à classe spéciales pour vous, vous êtes des content creators, vous créez des films, vous amenez les gens avec vous. Jeff, you have a podcast where you welcome content creators, other people. What are the people that inspire you? Because je suis certain que les gens qui écoutent, ceux qui vous connaissent, ceux qui vous connaissent pas vont aller suivre ce que vous faites, mais c'est le temps d'envoyer des shout-outs à d'autres créateurs de contenu, des gens, des cinéastes de trail ou autres que vous trouvez inspirants. Well, I can tell you who I'm most excited about having on the podcast is a filmmaker named Dean Leslie, who I met down at Cocodona. And Dean is the director who's responsible for about a decade of the best films to come out of trail running, which was the decade of Solomon running television that a lot of us, that I came into the sport and kind of grew up on. And so he's moved on to other things, although he kind of came out of retirement from trail running films to work with Ryan Sands at the Cocodona last year. So I'm really excited to interview him because he was such an inspiration for me as a filmmaker over all those years and still is. Again, some of those projects that he worked on, I don't think many people understood who was behind that work. And it was Dean and his partner from the African Attachment based in South Africa. And they would travel around the world and document, Killian and all that awesome sort of OG trail running cinema. And I can't wait to talk to him kind of about what it was like back then when there just weren't many people doing it.
You know, it really was just a few brands sponsoring projects. You had, you know, Billy Yang, Ethan Newberry, but there wasn't really anybody else at the time. Mm-hmm. Yep. That's the golden age of where it was easy to see everything that exists. Exactly. And that's you had exactly Salomon you can TV, see. You had Ginger Runner Live, not live, but Ginger Runner, Billy Yang, and the Ultra Trail World Tour, where they had race recap for all the event. That was cool back then. You could, like you said, you could watch everything that was coming out. And for me, I feel like it was around 2024, 2025 when that tipping point happened where I could no longer keep up. There's just too much great content and just, you know, it's great stuff. There's so many new content creators, YouTubers, but also professional athletes. And that's been another sort of main point of evolution when I mentioned the professionalization of the sport. It's also the fact that professional athletes now are working with filmmakers and developing their own YouTube channels. Yeah. Sally McRae, Heather Jackson, you know, it's great. Max Jolliffe. So there's so much great content, but it's impossible to keep up now. Ton côté, Audrey? Ben, de mon côté, puis c'est aussi moins du côté de la course et plus du côté de content creation. C'est une YouTubeuse qui s'appelle Eva Zubek. Que je trouve super inspirante. Ses prouesses de course et les défis qu'elle se donne aussi sont impressionnants, mais il y a très peu de femmes qui sont content creators, qui ont du succès sur YouTube, puis beaucoup de continuité aussi, de longévité dans cet environnement. Puis c'est ça. Moi, c'est une femme que je trouve super inspirante dans sa façon d'être visiblement. C'est peut-être pas le cas, mais de ce qu'elle montre, qui est très à l'aise devant la caméra, super bonne dans le storytelling, très engageante aussi. Tu sais, c'est facile des fois, les projets qu'elle fait, ça m'intéresse zéro, mais je me trouve quand même captivée par le défi, puis par la façon qu'elle le montre. Puis le fait que, bon, là, maintenant, je crois qu'elle est sous contrat avec, justement, National Geographic. Tu sais, elle a vraiment grandi là-dedans, puis je trouve ça super impressionnant, puis c'est aspirational. Tu sais, je mentirais si je dirais que j'espère pas qu'un jour on fasse des projets plus comme ça, là, moins centrés sur la course à pied, les courses à compétition, et plus sur peut-être les défis divers, le voyage, la découverte de différentes communautés, des trucs comme ça, là. Super intéressant, on va aller suivre ces gens-là. Ouais. On termine d'habitude, c'est les questions avec l'arnaque. C'est une compétition de vitesse. Je me rappelle pas à l'épisode 51-52 si je vous avais fait faire cette compétition-là, mais chaque fin d'épisode, c'est 10 questions le plus vite possible. Puis là, je me suis dit, j'ai la chance d'accueillir des créateurs, des globetrotters, des trailers qui ont vu plein de paysages un peu partout. Fait que je vous amène complètement ailleurs. C'est des questions avec l'arnaque que j'ai créées pour vous. Il n'y a pas de défi de vitesse. Je vous pose des questions. C'est quand même des questions à réponse courte, mais je vous les pose en anglais. Vous répondez chacun votre tour, puis on termine là-dessus. C'est juste pour en apprendre davantage sur ce que vous avez fait, puis c'est quoi vos préférences de sentier, tout ça. Fait que pas de chronomètre, just fun. Non, c'est bien. Je me demandais justement comment ça allait fonctionner si tu voulais faire des questions avec l'arnaque. Ben, moi, ça irait bien, mais pour Jeff, ce serait peut-être un peu compliqué. J'y vais avec, c'est des questions ouvertes ou des questions, appelez-les comme vous voulez, mais c'est le segment Question-NAC pour vous. Okay. First off, your favorite spot to run at home? At home, I love Garibaldi Park up in between Squamish and Whistler. Oui, c'est vrai, c'est vraiment superbe. On a un film d'ailleurs d'un parcours de 68 km qu'on avait fait en 2021 pour notre dernier gros entraînement avant le QMT. Ah oui, je me rappelle. Oui, c'est superbe ce parc-là. Ouais. Ah, c'était là, OK. Oui. Ben là... c'est moi, c'est mon endroit préféré. C'est le Garibaldi Park. On y retourne à chaque année. Ça, c'est comme un incontournable, quand on veut une bonne grosse journée en backcountry. C'est vraiment la place, là. Oui, c'est notre tour de Mont-Blanc. Ouais, c'est dur à battre parce que en plus, c'est plus. Je m'excuse, je sais, c'est des questions éclairs, puis c'est supposé être des réponses courtes, là. Pas de stress, c'est ça qui est intéressant. Ben oui, c'est ça.
Parce que c'est un parc avec des sentiers super bien entretenus. Donc, ça contraste vraiment avec ce qu'on a ici à Vancouver-Nord, qui sont des sentiers racineux, rocheux, super techniques. Si tu veux faire du D+, c'est comme ça se court pas. Tandis que là-bas, c'est un parc, tu sais, fait que t'as des montées roulantes, la descente, ça va bien. C'est vraiment un bon contraste, là, justement, là, si tu veux faire une bonne distance sans te casser les orteils sur des racines toute la journée, là. Parfait pour aller se préparer pour la Western States pour laquelle vous allez être pigé rapidement. Définitivement. Ouais, l'année prochaine. On lance ça dans l'univers, c'est ça. OK. Second question. Your favorite Canadian trail running event? Oh, tough one. OK, Canadian. J'ai pas le choix d'y aller avec encore une course locale qui s'appelle le Coaster Marathon. C'est sur la Sunshine Coast ici au BC, pas trop loin de chez moi, mais faut prendre un traversier pour s'y rendre. Mais c'est une nouvelle course là, c'est la 2e ou 3e édition cette année, 3e édition je crois. Puis c'est ça, c'est un marathon sur sentier, mais des trails là à couper de souffle. Puis encore là, super roulant. Il y a à peu près pas de technique. Il y a des bonnes montées quand même, là, mais super roulant. C'est des grosses fougères vertes fluorescentes de chaque côté des sentiers. Vraiment, vraiment superbe. J'ai eu un gros coup de cœur. Je l'ai fait l'année dernière, puis j'y retourne cet été. Puis à date, dans ma carrière d'ultra, j'ai jamais répété une course. Ça va être la première fois que je répète une course. Donc, ça en dit beaucoup sur cette course-là. Ouais. Et pour moi, I think the Fat Dog 120. It's a 120 miler, and we call it Canada's Hard Rock. It's a beautiful course, very remote. It goes through 3 different provincial parks. It's beautiful. Mm-hmm. Yeah, it's on the bucket list. Yeah. Your favorite international trail running event? C'est dur d'en choisir un. Je crois que les deux, notre réponse pourrait être semblable, qu'on a eu un gros coup de cœur pour le Tour des Géants. Ouais. Bon, moi, j'ai pas fait la boucle, le 200 000 au complet, mais les deux, on a eu vraiment un coup de cœur en 2018 quand on est allé dans cette région-là, la région, la vallée d'Aoste en tant que telle, mais aussi l'organisation, la communauté derrière cet événement-là. C'est vraiment dur à battre. Là. Ça nous a vraiment, vraiment marqué. Ouais. Right, exactly. A friend of mine who recommended Tour des Géants to me originally, she said, "You'd love it. You have to run it." But she said, no event will compare to it ever again. Mm-hmm. And she was right. Just the organization, the volunteers, the terrain, everything about it. So I can't wait to go back one day. Mm-hmm. Next one, favorite summit ever? Pour moi, ce serait le Mont Sniffles. C'est un sommet de 14 000 pieds, au-dessus de 14 000 pieds aux États-Unis, au Colorado. C'est un des 14ers qu'on appelle, là. Mm-hmm. Ça m'a vraiment... c'était mon premier 14er, donc c'était spécial. C'est au Colorado, ce qui est toujours magique. Puis je pense que c'est les circonstances aussi qui ont fait que ça avait été vraiment une super belle journée. Il y a plusieurs façons d'y accéder, mais on a monté par la façade qui est un petit scramble en plus. Donc, ça avait été vraiment très engageant, très excitant. Un bon challenge. Puis ça avait été juste une belle journée, puis des superbes vues de là. Fait que ça reste un de mes préférés. I'm going to cheat and say Mont Blanc, even though I've yet to summit it, but we're going to this summer finally. So we've gone around it enough times. So we're hoping to be able to finally... Ouais, je l'ai pas mentionné dans nos projets 2026 parce que je suis hésitante à en parler, mais oui, ça fait partie de nos plans pour cet été à Chamonix de finalement faire le sommet. Objectif, ouais. Wow, on va suivre ça. Mm-hmm. Best race day ever? For me, it was, I think, my race at the Moab 240. My finish, because it's I just had such a fun day. My third day, and I just felt so strong. And I think that race... And my recent race at the Mammoth 200 as well, which is the other American 200 I've done, which was another relatively fast race. I sort of realized why I do these big events, and that's how great, if you pace these right, how great you can feel in that final 20 miles. Mm-hmm. Just adrenaline, dopamine. And so that I like to say now, the first 180 miles are the price of admission for that feeling you get in the final 20. Wow. Pour moi, je pense que c'est le QMT 100 000. Ouais. Ça avait vraiment été... Bon, oui, j'ai eu, comme je disais, un bon
40 derniers kilomètres qui étaient difficiles. Là. Mais, on sait pas, c'est pas dans le film, fait que ça ouais, va pas non, c'est ça, exister. on sait pas, c'est ça. Mais en général, ça avait été vraiment une belle surprise pour moi, une belle journée de faire un 100 000 avec toute ma famille qui était là. C'était spécial, c'est sûr. Mais aussi, bon, c'était officiellement mon premier 100 000, malgré que j'avais fait déjà 2 autres courses plus longues. En tout cas, ça, c'est une conversation pour une autre fois peut-être. Là. Mais officiellement, sur papier, mon premier 100 000. Puis bon, le fait que de l'avoir gagné, c'est sûr que ça a aidé aussi. Mais de croiser Jeff à mi-chemin aussi, ça... moi, ça, c'est pas quelque chose que j'avais imaginé. Là, normalement, Jeff, il est plusieurs heures d'avance sur moi, surtout après 80 km. Donc, ça avait été vraiment une bonne surprise pour moi de l'attraper à mi-chemin, qui était encore au ravito avant que quand je suis arrivée. Donc, en gros, là, c'est ça. Ça avait été une belle journée, une super belle expérience pour moi. Next one. Worst race day ever. I think for me, the Quebec Mega Trail. That's when I learned that I don't do well with humidity. Yeah. And I ran out of water and I... crazy. Ouais, cette année-là, crazy c'était l'enfer. I remember 2 hours in, I was drenched from sweat, just soaked completely through. I was so dehydrated. Yeah, and I ran out of water. I didn't bring a water filter. Audrey did because she's smart. And so I spent the whole night after, like, it felt like the whole middle of the race just trying to catch up on my fluids. Pour moi, je vais dire le Eiger 100K, qui était à date mon seul DNF. Ça avait été... c'est dur, c'était pas la worst day ever parce que, bon, pendant 60 km, ça allait quand même bien. Puis c'est les Alpes suisses, écoute, c'est superbe. C'est définitivement un des plus beaux parcours que j'ai jamais fait. Mais bon, le fait que, bon, j'avais une blessure, ça allait mal, puis j'ai pas réussi à terminer, puis à sauver ma course, c'est ça. Ça a fait que c'est probablement un de mes moins bons souvenirs. But one of our best performing films, I think that really resonated with people. Ouais. To see, yeah. Ouais. On dit souvent qu'on apprend plus comme coureur d'un DNF ou d'une très mauvaise journée que d'une bonne journée, mais je comprends quand même pour un film, ça suscite de l'intérêt quand même, ça, parce que je pense que n'importe qui va faire de l'endurance va vivre ces moments-là. Il n'y a pas de journée parfaite, mais un moment ou un autre, ouais, c'est ça. Ça va arriver, donc de voir que c'est normal, de voir comment on s'en sort ou pas, c'est toujours intéressant. Ouais. Two last question. Your favorite NAC product? Easy. Pour moi, c'est le Energy Drink Mix au melon d'eau. Ça fait 3 ans que j'en consomme, puis je me tanne pas, puis c'est presque à chaque long run, presque à chaque workout, c'est ça que je prends, puis je suis pas tannée, on vient juste de passer une grosse commande, justement. Well, then I'll go with the complete recovery mix. Yeah. Oh, yeah. So delicious. Yeah. And I really like the mango coconut. Oh, it's yeah. delicious. Yeah. Yeah. That wouldn't have It been tastes my like answer. a creamsicle. Last one. Which Quebec trail event are you most excited to run? Je te dirais que l'Ultra Trail Forillon, c'est quelque chose qui me tente beaucoup. Juste parce que ça a l'air superbe, honnêtement. Puis j'adore la Gaspésie. J'ai fait une courte session de collège à Gaspé il y a 20 ans. Mais bref, j'adore la région. J'aimerais beaucoup y retourner puis faire de la course là-bas. Puis je pense que c'est ça a l'air... Les paysages ont l'air spectaculaires. Puis de ce que j'entends de la communauté puis sur des podcasts, l'organisation a l'air sur la coche aussi, là. I'd like to check out the new UTMB race. Yeah. That's Borealis? yeah, because for reasons we don't need to get into in too much detail, I've chosen not to support or run the Whistler by UTMB, as many from our community have, and yet I do think it's important that we have a UTMB race in Canada. I would like to check that one out and try to promote that if I can. Maybe that one in Quebec was better integrated within the community. It was a local team. It was like... Yeah. Exactement. Ouais, définitivement moins de drame. Ouais. Ouais. On veut juste pas ça, en fait. Tu sais, je veux dire, on peut pas remarquer dans ce sujet-là, mais je pense que
le trail est tellement un sport qui est humain, qui est un sport de communauté, qui est un sport qui est ancré dans ses régions, qui est un sport qui est ancré dans ses communautés, dans ses bénévoles, dans les gens qui se donnent cœur et âme pour créer des événements. Je pense qu'on voulait juste pas ça. Puis on pensait peut-être naïvement qu'en trail, on se rendrait pas là à avoir de la chicane pour des... Puis c'est juste la réalité de le sport s'est développé, puis maintenant, c'est rendu plus gros que nous, mais ça a fait couler beaucoup d'encre. Ouais. Mais side note aussi, on en parlait récemment que ça va être intéressant de suivre ce qui arrive avec le QMT maintenant qu'ils sont sur la Golden Trail Series. Ça va être vraiment intéressant de voir le seul en Amérique du Nord, de voir à quel point ça va développer le niveau de compétition. Puis, écoute, ça peut être que du bon pour l'organisation et pour la région que tu as gagné, en fait. Là, donc, super intéressant. C'est un peu fou cette année, ce qui se passe au Mont-Sainte-Anne. Vous l'avez vu, le Mont-Sainte-Anne, c'est une magnifique montagne. C'est une magnifique montagne de ski, mais je veux dire, c'est une butte comparée à ce qu'on peut avoir dans l'Ouest, qu'on peut avoir au Colorado, ce qu'on peut avoir dans les Alpes. Puis pourtant, cette année, tout se passe là. Je veux dire, le Québec Mega Trail sur les World Trail Majors, sur le Golden Trail World Series. Puis le défi des couleurs qui était auparavant un tout petit événement plus familial est devenu... qui avait les championnats, ben là, ils ont 3 années de championnat canadien de mountain running. Puis là, cette année, ils ont la finale de la World Cup, de la World Trail Mountain Running Association. Tout converge vers là. Fait que la région de Québec, avec son Mont-Saint-Anne, on est gâtés cette année. Fait que, intéressant. On a hâte de vous voir à Forillon puis à Tremblant dans les prochaines années. Ouais. À travers votre horaire c'est-tu un Hard Rock Qualifier? Je me souviens pas. Non, malheureusement. Mais malheureusement, c'est pas grave. Pourtant, il faudrait que la Hard Rock s'intéresse à ce qui se passe dans cette région-là. Parce que c'est ça, la Gaspésie a... attention. Je veux dire, au Québec, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'on a 600 000 au Québec. 500 000 au Québec, dont 3 en Gaspésie. C'est notre épicentre du 100 000 est là. Oui, vraiment. Il y en a plus qu'au BC. On a juste 100 000 ici. C'est la Fat Dog. Puis, c'est vrai. mais tout un 100 000. Il y a juste 20 000 de plus en bonus. Oui, quand même. Ouais. Jeff, Audrey, merci beaucoup de votre temps ce soir. C'était vraiment intéressant de voir ce qui se passe un peu en arrière parce qu'on voit les vidéos. Vous êtes extrêmement bon pour vulgariser notre sport, vulgariser notre communauté, vulgariser ce qui se passe. C'est toujours intéressant de vous suivre, mais de comprendre un peu derrière aussi la logistique quand on s'en va faire un événement. J'avais très hâte de vous jaser, puis je suis très, très content de la discussion qu'on a eue. Fait que merci beaucoup à vous deux. Ben, merci à toi de nous avoir reçus. Yannick, ça nous a fait très plaisir de partager une bière. Oui, merci. Puis je termine en remerciant, comme d'habitude, les partenaires du podcast, donc NAC qui est le partenaire principal, Noctem qui m'a offert une excellente bienveillance, une excellente New England IPA, une nouveauté de leur côté. Merci à Mox Mocktail, merci à Café Charlevoix, puis merci comme d'habitude à Fred Desroches pour le thème musical, David Hébert pour le design graphique, et à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.